Bonjour les amis, je suis heureux de vous revoir. C'est la 4e fois que nous nous retrouvons pour visiter un lieu artistique de Paris. Or cette fois-ci, je vous emmène voir une petite merveille. Comme d'habitude, vous allez me dire, vous l'avez reconnu derrière moi, le Petit Palais. Alors c'est vrai que quand on vient à Paris, ou même quand on est parisien, on s'intéresse d'abord au Grand Palais qui est là, parce qu'on vient voir les expositions. Mais comme il y a toujours la queue, et vous n'avez pas la patience de faire la queue, moi je vous conseille de venir au Petit Palais qui abrite le musée des Beaux-Arts de Paris et qui est infiniment plus beau que cette espèce de Grand Palais, qui est une sorte de mastoc avec un peu de ferraille derrière. Vous voyez? Alors, le Grand Palais que vous voyez derrière, vous voyez, au premier étage, au rez-de-chaussée, il y a des grosses colonnes, il n'y a quasiment pas d'ouverture. Alors que, tournez-vous, venez, regardez le Petit Palais. Qu'est-ce qui vous frappe? Ce sont ces grandes fenêtres. Le Petit Palais est grand, ouvert sur la ville. Alors, que je vous donne quelques informations sur le Petit Palais. Il a été bâti donc en 1900 pour l'exposition universelle de 1900, comme le Grand Palais, du reste. Nous sommes pas loin des Champs-Élysées, pour ceux qui n'habitent pas à Paris, et pas loin de la Seine. Alors, qui est juste derrière, il y a là le pont Alexandre III, qu'il faut aussi absolument découvrir. Alors, je vous rappelle, je m'appelle Frédéric Lévineau. Je suis grand reporter au Point. Je travaille avec Thomas, qui prend les images. Je vais vous le montrer. Salut la foule, beau Thomas. Voilà. Et Thomas, c'est lui aussi qui me lit vos questions. Parce que posez-moi des questions. Je ne pourrai peut-être pas y répondre à toutes, mais j'essaierai ou je ferai semblant d'y répondre. En tout cas, oh regardez, un rayon de soleil pour nous accueillir. C'est pas beau? Alors, que je vous dise. Donc, je me répète, le Petit Palais a été construit pour l'exposition universelle de 1900 par un architecte qui s'appelle Charles, d'un coup j'ai un nom qui m'échappe, mais Charles Giraud. Oui, voilà, c'est l'émotion, Charles Giraud. Un seul architecte, alors que pour le Grand Palais, il en a fallu 4. Alors, quel est le style? Il a voulu faire un style un peu mélangé. Il y a un peu de classique, vous voyez les colonnes. Il y a un peu d'art nouveau, bien sûr. L'art nouveau se caractérise par des fleurs, par des courbes, et on verra ça sur la grille qui est un chef-d'œuvre. Alors, et par un certain nombre de sculptures. Il y a plein de sculptures un peu partout, ce qui fait parler aussi de néo-rococo. Le rococo est plutôt du XVIIIe siècle. Ici, c'est une sorte de pastiche. Alors, Giraud a été le premier à ouvrir les murs d'un musée. C'est le premier à mettre autant de fenêtres pour éclairer toutes les sculptures à l'intérieur, les peintures. De même que les gens qui visitent le musée peuvent voir tout Paris, c'est-à-dire le Grand Palais, la Seine et les Champs-Élysées. C'est absolument fabuleux. Alors, nous allons dans un premier temps voir un certain nombre de sculptures. Au-dessus de la porte dorée, vous voyez, c'est Paris. C'est un sculpteur qui s'appelle Injalbert qui a peint ça. On voit Paris qui tient sur ses genoux la nef. Comme dès cette époque, on savait que le musée reviendrait à la ville de Paris, il y a plein de symboles qui représentent Paris. Il y a aussi Saint-Marceau qui a peint de sorte de... En haut à droite, vous voyez, il y a une sculpture un peu inclinée, un ange. C'était incliné, c'était assez rare à cette époque de représenter une sculpture inclinée. Mais surtout, je voudrais attirer votre attention sur... Attendez, je vais voir si vous n'aviez pas de questions à me poser. Thomas, il y a des questions? Elisabeth qui dit qu'elle était là la semaine dernière pour Noël, elle adore Paris. Elle adore Paris. Bon, écoute, il faudra revenir. Bon, c'est parfait. Je ne sais pas si tu as visité le Petit Palais. En tout cas, tu vas le visiter avec nous. Alors, je vous présente d'abord ce premier ensemble monumental. Que voyez-vous? Moi, je vois des femmes à Walpé, c'est-à-dire nues. À l'époque, on aimait beaucoup les femmes nues. Mais que représentent-elles? Je vous le donne en mille. Eh bien, la femme qui est assise au milieu, c'est la Seine, le fleuve. Et autour, c'est ces 3 affluents. Lesquels, je ne sais pas, peut-être le petit garçon représente-t-il la Bièvre, peut-être l'Oise, la Marne. En tout cas, c'est une belle photo monumentale qui a été sculptée par un certain sculpteur qui s'appelle Ferrari
Et comme on le voit, il aimait les belles carrosseries. Nous allons maintenant voir l'autre sculpture monumentale. De l'autre côté du perron, attention Thomas, nous allons monter. Voilà. Alors, là encore, ce sont des jeunes filles dénudées. Il y en a 4, là vous en voyez 3, il y en a une 4e de l'autre côté. Que peuvent-elles représenter? Elles représentent les 4 saisons. Alors vous me direz, comme elles sont toutes nues, peut-être qu'à Paris au 19e siècle, il y avait un climat tropical. Non, les saisons sont plutôt représentées parce qu'elles tiennent à la main là du raisin, là du blé, et celle-ci n'a rien, elle doit représenter l'hiver. Alors, que des jeunes filles. Et comment s'appelait le sculpteur? Il s'appelait Convert. Convert. Vous voyez ce que ça veut dire? Bon. Nous allons... Oh là. Ne rigolez pas, c'était pas une blague. Nous allons voir maintenant le chef-d'œuvre absolu du Petit Palais. C'est la grille de la porte d'entrée. On l'a dit aussi belle que la grille de la place Stanislas à Nancy. Elle a été dessinée par Giraud, Charles Giraud, l'architecte lui-même, qui avait commencé dans la vie par étudier le dessin de ferronnerie d'art. Il a dessiné 34 esquisses pour arriver à ce chef-d'œuvre. C'est du fer forgé et les fleurs autour sont composées plutôt de cuivre rouge martelé. C'est typique de l'art nouveau, avec des volutes, des contre-volutes, des fleurs. Je vous laisse admirer. Pendant ce temps-là, nous allons voir si vous avez quelques questions à nous poser. Alors, Thomas. Latino dit Oui. que c'est de très belles sculptures. Oui. Est-ce que tous ces nus n'ont pas choqué la société bien pensante de l'époque? Non, pas du tout, parce qu'à l'époque, c'était une convention un peu de représenter des dieux, des déesses, des personnages mythologiques tout nus. En revanche, ce qui choquait beaucoup, c'est quand on voulait représenter la vérité, c'est-à-dire un personnage d'aujourd'hui. On verra ceci à l'intérieur avec une sculpture de Clé-Singer. Bon, passez par ici. Voilà. Je te remercie pour l'histoire. Voilà. Voilà. Alors, nous rentrons donc dans le Petit Palais. Je vous rappelle que nous visitons le Petit Palais à Paris. Je m'appelle Frédéric Lévineau et je suis grand reporter, malgré mes cheveux un peu longs, au journal Le Point. Alors, ce qu'il a voulu ici, Giraud, c'est de faire une immense salle des pas perdus. Vous voyez, nous sommes au centre de la rotonde avec des peintures qui sont tout en haut, au sommet, peut-être de, je ne sais plus de qui exactement, excusez-moi, voilà. Donc toujours beaucoup de lumière. Comme vous le voyez ici, il y a la cour jardin que nous irons visiter tout à l'heure. Il faut... Le jardin est magnifique, la terrasse aussi. Oui, magnifique. Nous allons voir ça de plus près tout à l'heure. Ici, on peut d'abord, Thomas, si tu veux montrer le sol. Nous avons des mosaïques de l'atelier de Giandomenico Facchina, que les Italiens m'excusent. Là encore, des volutes typiques de l'art nouveau. Je vous rappelle, la semaine dernière, on a été à la Coupole, où on a vu de l'art déco qui fait suite. L'art déco, c'est très rectangulaire, des carrés, des rectangles, très cubistes. C'était une réaction justement à la mollesse de l'art nouveau. Là, nous montons la salle des pas perdus, si on peut dire. Le plafond est peint par Bénard, Alfred Bénard. Les fresques représentent, enfin les peintures représentent des événements historiques de la ville de Paris. Alors, vous pouvez voir par cette fenêtre, quand on se promène à l'intérieur du musée, il y a une très belle vue là, c'est sur le Grand Palais. C'est très lumineux. Nous avons ici quelques objets du 19e, notamment des vases galets
qui à une époque, oui, ce petit machin verdâtre, valait plus cher qu'un appartement avenue Hoche. Heureusement, les prix ont descendu. Alors, je voulais aussi vous montrer quelque chose de particulier lors de la construction. Suivez-moi. C'est la grille, là. C'est le chauffage. Ce chauffage, justement, il était révolutionnaire en 1900. Parce que jusque-là, on chauffait les musées avec un calorifère et un grand tuyau qui amenait la vapeur d'une salle à l'autre. Ce qui fait que dans la première salle, il régnait une chaleur dingue, et dans la dernière salle, il régnait un froid de canard, ce qui n'était pas très bon pour les œuvres d'art. Donc ce qu'il a fait, notre ami Giraud, c'est qu'il a installé des régulateurs un peu partout qui desservaient chaque pièce de façon que la vapeur mette exactement la même distance entre le calorifère et chaque salle. Ce qui fait que toutes les salles avaient la même température. Et en plus, il avait demandé à ses ingénieurs de faire un système automatique pour un chauffage, pour une sorte de thermostat. C'était la première fois. Alors, le chauffage était installé très intelligemment sous les fenêtres, puisque le froid arrive par les fenêtres. Alors, le Petit Palais a été construit durant 2 ans et demi, entre, disons, 1898 et 1900. Il a été construit, justement, pour accueillir une exposition lors de l'exposition internationale, universelle même, de 1900. Alors, il devrait reprendre son souffle. On entend sa respiration forte dans les haut-parleurs. Ça ronfle. Ah oui, excusez-moi les gars, je suis un peu gros. Donc j'éloigne le micro, n'ayez crainte. Bon, une merveille, t'as raison, Richard Coll. Qu'est-ce que tu dis, toi, Tazi? Ouais, celui qui a fait cette architecture est très fort, effectivement. Alors maintenant, nous allons passer dans le jardin. Viens, Thomas. Alors, dans ce jardin, d'abord, nous sommes dans le péristyle et on peut admirer au sommet des fresques d'inspiration romaine. Ce sont des fresques qui ont été réalisées par Paul Baudouin, qui est un élève de Publius de Chavannes. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que la fresque se peint sur un enduit qui est encore frais. Qu'il faut peindre assez rapidement, mais l'avantage, c'est que la peinture pénètre plus profondément dans la fresque, et comme ça, elle est bien plus solide. Oh, ce sont des personnages de différentes inspirations. Je vais aussi... Les colonnades en grès des Vosges, je crois, non, en marbre des Vosges, je crois, sont superbes. Et là, il est temps que je vous donne un petit cours en question colonne. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pendant longtemps, j'ai confondu un peu tous les styles de colonne. En réalité, on ne dit pas un style de colonne, non, on dit un ordre. Les ordres grecs, il y en a 3. C'est facile à s'en rappeler. Pour s'en rappeler, moi, j'ai appris par cœur le mot « dic ». Excusez-moi. Le mot « dic » que les Anglais se rappelleront plus facilement, qui signifie « D » pour dorique, « I » pour ionique et « C » pour corinthien. Ça va donc du style le plus simple, le plus ancien, au style le plus récent. Le dorique, c'est le style le plus simple. Regardez ces colonnes, regardez le chapiteau, c'est-à-dire la partie, le chapeau de la colonne. Il est carré, il est tout simple. C'est le style dorique. Le style ionique, c'est ce qu'on trouve... Le style ionique, c'est le style... Merci Anne-Sophie. Le style ionique, c'est le style où le chapiteau, on dirait qu'il y a 2 boucles de part et d'autre du chapiteau. C'est comme une tête avec une chevelure, comme la mienne, vous voyez, avec des boucles autour. C'est le ionique. Enfin, le style, l'ordre corinthien, qu'on ne trouve pas ici, le chapiteau de la colonne est recouvert de feuilles d'acanthe. Voilà, maintenant vous savez tout sur les ordres grecs. Alors, une petite balade dans ce jardin.
Je vous avoue que là, il n'y a pas de soleil, c'est pas terrible, mais au printemps ou l'été, c'est magnifique. J'attire votre attention sur toutes les sculptures qu'on peut voir tout autour. Au-dessus de nous, au-dessus du porche, on a même des renommées en zinc doré. C'était aussi une grande première. On utilise le zinc parce que c'est le métal qui d'habitude est utilisé pour recouvrir les toits et doré. Et comme vous voyez, encore une fois, ces jeunes dames n'ont jamais froid. Maintenant, au fond, bon, petite anecdote, ici, il y a un café-restaurant où l'été, au printemps, il fait très bon de venir prendre un verre ou même de manger ici, à l'abri de la circulation. C'est très calme. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, sinon que les bassins normalement remplis d'eau sont en mosaïque bleutée, parce que autant Giraud a voulu que sa façade soit uniforme, question de couleur, autant ici, à l'intérieur, il a voulu mettre des couleurs, de l'or, du bleu, le vert de la végétation, des sculptures, tous les sens. Bon, maintenant nous allons, je ne sais pas si vous appréciez comme moi, maintenant nous allons continuer la visite à l'intérieur du musée. Je voudrais encore vous montrer 2-3 choses, notamment deux, trois tableaux et une sculpture passionnante. Alors attention Thomas, nous allons remonter. Alors bien sûr, vous pouvez poser des questions, vous pouvez liker, vous pouvez crier au génie, en tout cas apprécier. Pour l'instant, vous ne m'avez pas posé de colle. Il y a Françoise qui pose une question. Françoise. Combien de sculpteurs à l'œuvre sur toutes les sculptures que je peux apercevoir? Oh, d'abord, là, pour l'instant, vous ne m'apercevez que moi, donc ma mère, un sculpteur. Sinon, ici, personne n'a compté. J'ai regardé, mais disons, il y a peut-être 200-300 sculptures et, disons, une dizaine de sculpteurs différents qui, à l'époque, étaient très connus, mais la plupart sont tombés dans l'oubli. Parce qu'ici, on a fait appel surtout à des peintres classiques et finalement, on a retenu de cette époque les peintres impressionnistes ou autres, les innovateurs. Alors, rentrons à nouveau. Nous trouvons à nouveau la salle des pas perdus. Nous allons faire un arrêt devant ce vase. C'est de la faïence, bien entendu. Alors, le sculpteur, enfin disons celui qui a conçu le vase, c'est un certain Carrier-Belleuse. Alors vous me direz pourquoi m'arrêter devant celui-ci. Parce qu'à cette époque, il avait comme élève un certain Rodin. Et beaucoup de spécialistes reconnaissent dans le style ici des archanges le style de Rodin, avec la musculature, avec la position un peu exacerbée. Donc voilà, Rodin, c'est une œuvre de Rodin. Maintenant, première galerie, la galerie Nord. Alors, autant vous dire... Je te remercie pour le temps. Merci, Lucie. Alors, on a mis un double vitrage en haut qui, disons, diminue un peu la lumière. Et ici, je voudrais d'abord qu'on s'arrête devant une peinture assez célèbre parce qu'elle représente Sarah Bernard. Je ne sais pas si vous la reconnaissez. Elle a 32 ans, elle n'a pas encore sa jambe de bois. Elle vient de réintégrer la Comédie Française où elle joue Hernani. Son intérieur est un peu mauresque. Et le peintre est un certain Clérin, Georges, qui a été bien entendu son amant, comme beaucoup de personnes, qui lui est resté fidèle en amitié toute sa vie. Et on voit cette pose un peu alanguie, annonce un peu... le tableau doit dater de 1876. Hein, et cette pose alanguie rappelle un peu l'art nouveau. Alors, autant vous rappeler que Sarah Bernard était la première star mondiale. C'était l'équivalent de Madonna à notre époque. Elle n'a pas cessé de se faire représenter en peinture, de se faire prendre en photographie pour faire parler d'elle. Et notamment, l'une de ses plus célèbres photographies,
c'est quand elle posait dans un cercueil, qui était dans son appartement, elle faisait croire qu'elle s'entraînait à dormir dans son futur cercueil. Voilà. Alors, nous allons maintenant nous avancer un peu. Comme on le voit, cette salle, cette aile fait à peu près 35 mètres de long. Il y a un certain nombre de chefs-d'œuvre, disons. Tiens, par exemple, là-haut, le tableau Les Vaches. Vous ne devinez pas de qui c'est? Eh bien, ce sont des vaches de Courbet. Et oui, le célèbre peintre Courbet. Il ne s'intéressait pas simplement à l'origine du monde, mais il s'intéressait également au pluriel, trou du cul du monde. Voilà, c'était, je l'ai fait, la sale blague. Ne me tapez pas dessus. Alors, je vais vous présenter maintenant quelque chose de bien plus sérieux, qui est une sculpture, une bacchante couchée, qui a valu à son auteur la Légion d'honneur. Son auteur est un certain Auguste Clésinger. C'était le gendre de George Sand. Alors, il y a toute une histoire à propos de cette sculpture, c'est qu'il n'avait d'abord fait une de femme l'année précédente. Alors celle-là, elle date de 1849. Et l'année précédente, il avait fait une autre sculpture qui ressemblait beaucoup à celle-ci et qui s'appelait la femme couchée ou la femme la femme piquée par un serpent. Et on l'avait accusé alors d'avoir moulé cette première sculpture sur une certaine Apolline Sabatier, qui était une demi-mondaine. Alors il avait été vexé, donc l'année suivante, il a refait une sculpture quasiment similaire, celle-ci, mais il l'a faite un peu plus grande pour bien montrer qu'il ne l'avait pas sculptée, qu'il ne l'avait pas moulée. Alors c'est une femme, bon voilà, on peut dire qu'elle vit peut-être un orgasme soit éthylique, soit un autre type d'orgasme. Une très jolie poitrine. Bien entendu, elle a fait scandale à son époque, quand elle a été exposée. Mais, comme je l'ai dit au début, sa sculpture a valu à son auteur la Légion d'honneur. Bon. Il y a Mathieu qui demande si Oui. Giraud a fait d'autres bâtiments aussi. Oui. Après le Petit Palais. Bon, il en a fait à d'autres. Alors, je voulais lancer un défi aux auditeurs. Le premier qui trouve la réponse à cet internaute a gagné ma considération. Bon. Nous avons donc ici un certain nombre... Donc ici, dans la galerie, sont exposés des tableaux du 19e siècle. Alors bon, ici, ce sont les Halles de Paris, mais tous ces peintres n'ont pas laissé vraiment de grands noms. Ici, c'est les Halles. À gauche, c'est toujours du Courbet. Excusez-moi. Ici, c'est une exposition qui est en dessous, qui est annoncée là. C'est Vitraux. C'est un artiste contemporain, africain, je crois, et qui a un peu... oui, c'est là. Kane Wiley. Ça s'appelle Lamentation, cette œuvre. Comme on voit, ce sont des vitraux qui sont copiés sur les vitraux du Moyen-Âge, mais en remplaçant la Vierge, le Christ ou les personnages traditionnels par des personnes noires. Bon. Maintenant, nous allons passer à l'extrémité. Il y a un des escaliers que je voudrais encore vous présenter, car lui aussi a été dessiné donc par Giraud, avec cette très belle ferronnerie. Là encore, la vue sur le reste des Champs-Élysées de ce côté-là est magnifique. Nous allons maintenant aller nous diriger vers deux œuvres dont jetez encore un coup d'œil, n'hésitez pas. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Mes amis, il me l'a dit, merci. Oui. La représentation de la femme dans sa splendeur. Ben oui, la femme est toujours très jolie, mais je pourrais aussi vous montrer des hommes. Il y en a un peu moins ici. C'est vrai que la plupart des sculpteurs étaient des hommes. Alors, nous allons passer dans cette salle où nous avons un certain nombre de tableaux représentant
des épisodes historiques, comme ici à droite, la révolution de 1830, non 1870 à Paris, combat devant l'hôtel de ville. Mais c'est pas ça que... Pardon ? C'est bien 1830. 1830, ah bon, d'accord. J'ai mal lu, c'est bien ce que je me disais, mais... Exactement. Voilà. 30 qui a installé après Louis-Philippe sur le trône. Alors, nous allons ici, c'est un peu de l'impressionniste. Sisley, derrière moi, là, que vous regardez. Sisley, l'église de Sisley, l'église de Moret. Mais nous allons aller encore un peu plus loin pour vous présenter des tableaux plutôt un peu plus célèbres. Comme par exemple, ici, nous avons un Degas. C'est Madame Alexis Rouard et ses enfants. C'est peint au fusain, c'est vers la fin de sa vie. Donc il s'est borné, on voit la petite fille qui tourne la tête, qui est fâchée. Il était très ami avec les Rouard. Comme on le sait, Degas a toujours peint les petites filles. Et on dit aussi que son intérêt allait plus loin que la peinture. Alors, ici, enfin, derrière, ici, un autre tableau que j'aime beaucoup. C'est un tableau de Paul Cézanne, ce sont les trois baigneuses. Donc, on connaît des baigneuses, il a peint plusieurs baigneuses. Certains tableaux sont beaucoup plus grands. Donc, celui-là était un tableau qui appartenait à Matisse. Matisse l'adorait, ce tableau. Et à sa mort, il a été donné donc au Petit Palais. Et beaucoup de peintres, après coup, ont dit que Cézanne a inspiré l'art moderne, a inspiré le cubisme avec ses traits de peinture. Vous voyez, il ne mélangeait pas tellement les couleurs entre elles. Et il y avait des traits de pinceau assez obliques. Donc, du reste, à l'époque, certains n'aimaient pas du tout son style, en disant que c'est un style un peu dégénéré, de l'impressionnisme. Alors nous allons maintenant voir aussi une sculpture, la dernière œuvre que je vais vous présenter. Cette sculpture est de Renoir. C'est une Vénus, mais c'est une Vénus pas tellement triomphante. C'est une Vénus qui ressemble plutôt baigneuse. Alors, Renoir l'a conçu, Auguste, à la fin de sa vie. Il n'avait plus la force vraiment de sculpter. Donc il a demandé à un jeune sculpteur de réaliser ses croquis, ses esquisses. Et ensuite, de son bâton, il indiquait au jeune sculpteur où il fallait retirer de la glaise ou en rajouter. Et ça, bien entendu, il a été fondu en bronze, je suppose. Voilà. Ben écoutez. Il y a eu beaucoup de remerciements sur la fin. Bon, beaucoup de renseignements. Plus d'autres questions, Thomas ? Non, il n'y a pas d'autres questions. Alors, je vous rappelle que nous avons visité aujourd'hui le Petit Palais. Je vous remercie donc si vous avez pris beaucoup de bonheur. Nous l'avons filmé avec Thomas. Si vous avez, je compte sur vous pour partager cette vidéo avec tous vos amis, à mettre des likes, à mettre des commentaires. Si vous avez d'autres questions, posez-les. Moi, j'y répondrai plus tard sur le site, sur le Facebook, sur la page Facebook du Point. Et la semaine prochaine, peut-être, nous allons prendre rendez-vous au musée Victor Hugo. Salut les amis. Ils ont des suggestions qui n'hésitent pas. Ah oui, alors oui, ce que me dit Thomas avec raison, si vous avez des suggestions, si vous avez des lieux que vous désirez voir à Paris, vous nous le dites, on essaiera d'exaucer vos vœux. Voilà, ciao!